Bien, bonjour à tous, merci Yves. Donc, j'enseigne dans une école d'ingénieurs et je développe mon activité de recherche dans un laboratoire du CNRS. Et c'est pourquoi je souhaiterais vous montrer qu'un indice de performance peut servir aussi bien à l'ingénieur qu'au chercheur. Les premiers, les ingénieurs, fabriquent des choses à partir de matériaux qui sont issus de procédés. Et ils doivent être capables de sélectionner le meilleur matériau pour une application donnée, un cahier des charges donné. Et puis les seconds, les chercheurs, développent de nouveaux matériaux et ils ont besoin de guides pour orienter leurs recherches. Alors, Yves Bréchet a présenté les concepts et les outils qui permettent de conduire une sélection rationnelle et efficace des matériaux. Et l'objectif de ce séminaire est d'illustrer comment est-ce qu'on utilise les contraintes, comment est-ce qu'on définit un indice de performance pour sélectionner un matériau. Et pour cela, je vais choisir un exemple simple traité par un groupe d'étudiants pendant leur formation d'ingénieur à l'école Felma et à l'ENSCPB. Il s'agit d'un poêle à bois sans fumée. On verra comment est-ce qu'on définit un indice de performance, comment on l'utilise pour le classement et pour arriver à la sélection finale des matériaux lorsqu'on est confronté à des objectifs conflictuels et à des contraintes multiples. Et puis dans une deuxième partie, je parlerai de matériaux fonctionnels et en particulier les matériaux thermoélectriques pour illustrer le fait qu'un indice de performance permet de guider le développement de ces matériaux. Il se trouve que ces matériaux présentent une problématique très particulière puisqu'ils doivent être à la fois de bons conducteurs électriques et de mauvais conducteurs thermiques, ce qui pose évidemment des problèmes de conception. Alors je vais d'abord commencer par le projet étudiant. Il s'agit donc de sélectionner des matériaux pour un poêle à bois sans fumée. Et les étudiants qui ont travaillé sur ce projet sont partis du constat suivant. Dans le monde, 3 milliards de personnes utilisent la biomasse pour cuire les aliments au moyen de procédés conventionnels, relativement simples. Il s'agit de foyers ouverts posés à même le sol dans les maisons. Les fumées et les émanations de monoxyde de carbone issues de ces foyers entraînent 2 millions de morts chaque année. Et évidemment, ces émanations toxiques proviennent d'une mauvaise combustion du foyer. Et il suffirait pour cela de ventiler le foyer pour améliorer la combustion et éviter ces émanations toxiques. Donc, une des solutions proposées par les étudiants était de concevoir un poêle à bois équipé d'un ventilateur afin de ventiler le foyer. Le problème, c'est que 1,3 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Or, pour faire tourner un ventilateur, on a besoin d'énergie électrique. Ce sont ces mêmes personnes qui utilisent un foyer rudimentaire pour faire cuire leurs aliments et qui vivent également avec $1 par jour. L'objectif était donc de concevoir un poêle à bois à bas coût et capable de générer sa propre électricité afin d'alimenter le ventilateur destiné à alimenter en air frais le foyer. 5000 watts, c'est la puissance thermique qui est fournie par la combustion de quelques bûchettes de bois. 1 watt, c'est la puissance électrique requise pour faire tourner un ventilateur. Donc, convertir ne serait-ce qu'une petite fraction de la quantité de chaleur émise par la combustion du bois dans le poêle en électricité permettrait de faire tourner un ventilateur. Alors, la solution technologique existe. Elle est par exemple utilisée pour propulser le rover Curiosity sur Mars. Il s'agit d'un générateur thermoélectrique qui convertit l'énergie thermique émise par une source radioactive en électricité. Un module thermoélectrique, c'est un dispositif compact, statique et autarcique qui permet de convertir directement n'importe quelle source de chaleur en électricité. Et c'est la solution technologique qui a été sélectionnée par les étudiants pour la conception de ce poêle à bois sans fumée. Alors après avoir examiné les différents concepts de poêles existants, un concept relativement simple a été retenu. Il est présenté ici. Donc, c'est un poêle constitué de 2 cylindres imbriqués l'un dans l'autre. On a une paroi interne qui représente le foyer dans lequel donc, le combustible est brûlé. La biomasse est posée directement sur un isolant thermique qui protège le module thermoélectrique d'une chaleur excessive. Et puis un radiateur est fixé sur la face froide du module afin d'évacuer les calories. Un ventilateur pousse l'air à travers les ailettes de ce radiateur et puis dans le foyer afin d'alimenter le système en air frais. On a également une paroi externe qui joue le rôle de structure pour le four. On a donc un four constitué d'éléments simples, une paroi interne, une paroi externe, un isolant thermique, un bouclier thermique, un module thermoélectrique, un radiateur, un ventilateur et puis l'ensemble est posé sur 4 pieds. Les dimensions sont fixées
eh bien, via la quantité de bois utile pour cuire des aliments. Et maintenant, je vais vous présenter eh bien, le processus de sélection employé pour sélectionner ici le matériau pour cette paroi externe et également pour le bouclier thermique. Alors ce processus de sélection, tel que vous l'avez présenté Yves Bréchet, comporte 3 parties. Dans la première étape, il s'agit de traduire les exigences de conception en termes d'objectifs, qui est utilisé comme facteur de mérite pour comparer les matériaux, et d'astreinte, qui est utilisé pour éliminer les matériaux qui ne respectent pas ces astreintes. Donc voici un exemple pour la paroi externe du poêle à bois sans fumée, avec ici, premièrement, la définition de la fonction du composant pour lequel le matériau est recherché. Donc il s'agit d'une paroi externe du poêle. C'est un tube cylindrique qui doit supporter plusieurs efforts, notamment le poids de la chambre de combustion, du combustible, de l'isolant thermique, du générateur thermoélectrique, du contenant, donc le wok ou la casserole qui sera utilisé pour cuire les aliments, et puis du contenu. Il faut également définir les contraintes que le matériau doit respecter. Il s'agit cette fois-ci, la paroi extérieure doit supporter un effort de compression sans flamber. Elle doit également supporter un effort de compression sans céder. Et puis évidemment, on a affaire à des hautes températures, donc elle doit résister à la chaleur, également à la corrosion. Elle doit minimiser les déformations thermiques. En effet, on va avoir des cycles thermiques et donc il faut minimiser ces déformations pour éviter l'apparition de contraintes trop importantes. Et enfin, ce qui également constitue une astreinte, eh bien, c'est le rayon de ce poêle à bois qui est fixé par la quantité de bois que l'on veut introduire, et puis sa hauteur. Ensuite, on définit les objectifs. Dans le cas présent, il s'agit de minimiser le prix. Donc le prix va être utilisé comme l'objectif à atteindre pour classer les matériaux. Et puis, les variables libres, c'est évidemment celles que l'on peut choisir librement quand on est le concepteur du poêle. C'est le choix du matériau et puis l'épaisseur de la paroi, de la paroi extérieure du poêle. Dans la deuxième étape, on élimine les matériaux qui ne conviennent pas en utilisant les astreintes. Et donc, il y en a plusieurs. C'est par exemple la température maximale en service que le matériau est capable de supporter. Ici, c'est 750 degrés, c'est à peu près la température liée à la combustion du bois. C'est une ténacité suffisamment importante, on ne veut pas que le poêle à bois se brise sous l'effet du moindre choc. Et puis évidemment, c'est la résistance à l'oxydation, mais là, je me cite quelques-unes des contraintes que j'ai précédemment citées. Donc cette étape-là permet d'éliminer tous les matériaux qui ne conviennent pas. L'étape numéro 3 consiste à classer les matériaux qui ont survécu à ce premier filtre. Et pour cela, on utilise les objectifs. Et ici, il s'agit d'exprimer la performance en fonction d'une combinaison de propriétés liées à cet objectif. L'objectif ici, c'est la minimisation du prix. Et le prix va dépendre du volume de la paroi externe du poêle, de la masse volumique du matériau que l'on a utilisé pour fabriquer ce tube, et puis du coût massique du matériau. Le volume s'exprime en fonction de paramètres qui sont fixés par le cahier des charges, donc le rayon du poêle, et puis sa hauteur, des propriétés du matériau, et puis ici on voit apparaître une variable libre qu'il va falloir éliminer en utilisant les astreintes qui limitent cette variable libre. Et donc j'ai considéré dans cet exemple 2 astreintes, la résistance au fluage et puis la résistance à la rupture. En considérant ces 2 astreintes, on va obtenir 2 indices de performance pour sélectionner les matériaux. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors, premier indice de performance à déterminer, c'est une paroi donc externe qui doit résister au flambage sous un effort de compression et dont on doit minimiser le prix. Alors, le flambage, c'est un phénomène d'instabilité de structure qui, soumise à un effort de compression, a tendance à fléchir et à se déformer dans une direction perpendiculaire à l'axe de compression. C'est ce que l'on voit ici sur ces rails de chemin de fer. Et puis lorsqu'un tube cylindrique est soumis à un effort de compression, le flambage se traduit par l'apparition d'aplatissements locaux qui n'offrent aucune résistance à la flexion. La contrainte critique de flambage dépend du module Young, de l'épaisseur de la paroi et du rayon de ce tube. Par ailleurs, la contrainte maximale qui s'applique sur les parois d'un tube en compression dépend du moment de flexion qui s'applique, du rayon de ce tube et puis du second moment d'inertie que l'on peut exprimer en fonction du rayon et l'épaisseur.
Si on veut qu'un tube en compression résiste au flambage, il faut que cette contrainte maximale qui s'applique sur les parois du tube eh bien, demeure inférieure à la contrainte critique de flambage que j'exprimais précédemment. Donc cette équation permet d'exprimer, eh bien, de trouver une expression de la variable libre que l'on doit éliminer. On voit que la variable libre, donc l'épaisseur de la paroi, dépend de paramètres qui sont fixés par le cahier des charges. C'est la masse de bois utile, c'est la hauteur du four, son rayon, et puis ici on a l'accélération de la pesanteur, et là, une propriété du matériau qui est le module Young. En remplaçant cette expression de la variable libre dans l'équation de l'objectif, donc ici c'est le prix, c'est ça que l'on veut minimiser, eh bien on trouve que le prix de la paroi extérieure du four, qui doit supporter un effort de compression sans flamber, est proportionnel à cette combinaison de propriétés qui définit la performance. C'est ce qu'on appelle l'indice de performance, où on retrouve la masse volumique, le coût, est divisé par la racine carrée du module Young. Étape suivante, c'est bien trouver le matériau qui minimise cet indice de performance. Pour cela, on représente le monde des matériaux dans un espace des deux propriétés qui sont dans l'indice de performance. Ici, on a le module Young en ordonnée, et puis le produit de la masse volumique et du coût en abscisse. Chaque matériau est représenté par une bulle. Les bulles grisées correspondent aux matériaux qui ont été éliminés à l'étape 2 en utilisant les astreintes, et puis les bulles colorées correspondent aux matériaux survivants. En réarrangeant l'indice de performance et en prenant le logarithme, on obtient une équation qui décrit une famille de lignes que l'on voit à peine ici sur ce graphe, mais on peut les distinguer. Et cette famille de lignes sont les droites d'équiperformance. Un matériau situé au-dessus de cette droite sera plus performant qu'un matériau en dessous de cette droite. Deux matériaux se trouvant sur la même ligne d'équiperformance eh bien, offriront la même performance et conduiront donc au même prix. Les matériaux les plus performants sont situés ici dans le coin supérieur gauche. Et donc, si on fait le classement pour le problème présent, avec les matériaux qui ont été retenus après filtrage, eh bien, on trouve que la brique, c'est le matériau le plus performant, suivi de la lubine et puis de l'acier inoxydable. Voici le classement que l'on obtient par rapport au premier indice de performance, qui est la minimisation du prix, et pour une contrainte qui correspond à la résistance au flambage. Si on refait le même processus, mais cette fois-ci pour la deuxième astreinte, qui est la résistance à la rupture, cette fois-ci, on considère que la contrainte maximale qui s'applique sur les parois du tube doit demeurer inférieure à la résistance mécanique du matériau qu'on va utiliser pour fabriquer ce tube. Et donc on trouve une deuxième expression de la variable libre, l'épaisseur des parois du tube, que l'on réinjecte dans l'équation de l'objectif, et on trouve donc une deuxième expression pour le prix. Cette fois-ci, on constate que le prix pour une paroi qui doit résister, la paroi d'un tube qui doit résister à un effort de compression, sans rompre cette fois-ci, eh bien, est proportionnel à cette combinaison de propriétés où on retrouve la masse volumique du matériau, son coût massique, et puis sa limite d'élasticité ou sa résistance à la rupture. On représente à ce moment-là le monde des matériaux en fonction des propriétés qui rentrent dans ce deuxième indice de performance. On a la limite d'élasticité et puis la masse volumique. On obtient cette fois-ci des droites d'équiperformance dont la pente est égale à 1. La performance se situe encore dans le coin supérieur gauche. Et cette fois-ci, on obtient un deuxième classement différent du précédent, puisque le matériau qui est le plus performant, c'est l'acier inox, suivi de l'alumine et de la brique. On avait donc un problème donné avec un seul objectif et deux astreintes. Ça conduit à deux indices de performance différents et à deux classements différents pour les matériaux. Alors comment faire le choix final ? Eh bien, une des méthodes consiste à évaluer le prix 1 et le prix 2 correspondant aux contraintes numéro 1 et numéro 2 pour chacun des matériaux, et attribuer à chacun des matériaux le prix maximum de ces deux prix, puis à classer les matériaux en fonction de ce prix maximum. Ce que l'on trouve en faisant cette approche, eh bien, c'est que la brique est le matériau qui minimise le prix en satisfaisant les deux astreintes, la résistance au flambage et la résistance à la rupture. La méthode que je viens de décrire, en fait, graphiquement, ça revient à représenter ce graphique, c'est-à-dire le prix 1 en fonction du prix 2. Les matériaux les plus performants seront situés ici dans le coin inférieur gauche, et les plus près de cette ligne qui représente prix 1 est égal à prix 2. En faisant cette méthode graphique, on retrouve évidemment la solution précédente, qui est que la brique est le matériau le plus performant compte tenu de cet objectif et de ces deux astreintes.
Le problème, c'est que cette méthode est dépendante de variables, enfin de paramètres spécifiques que l'on a fixés dans le cahier des charges. Ici, c'était le rayon du tube, sa hauteur et puis la masse de bois que l'on utilise pour cuire les aliments. Si on veut une méthode plus générale, qui ne dépend pas de ces paramètres qui sont fixés par le cahier des charges, eh bien, il faut faire la chose suivante, c'est représenter non pas le monde des matériaux en fonction du prix 1 et du prix 2, mais en fonction des deux indices de performance que l'on a précédemment définis. Cette fois-ci, chaque matériau, la position de chaque matériau est indépendante des variables spécifiées dans le design, mais ne dépend que des propriétés, la combinaison des propriétés. En partant de cette condition, prix 1 égale à prix 2, eh bien, on trouve une expression qui lie le premier indice de performance au deuxième indice via un coefficient d'échange, enfin un coefficient de proportionnalité qu'on appelle le coefficient d'échange. En prenant le logarithme de cette expression, on obtient une équation qui décrit une famille de droites qui est représentée ici et dont la position dépend de la valeur de ce coefficient d'échange. Ce coefficient d'échange dépend évidemment des paramètres qui sont fixés dans le cahier des charges. Dans le cas présent, si on a un coefficient d'échange qui est petit, alors on donne plus d'importance au premier indice de performance et l'astreinte qui domine, c'est la résistance au flambage. Si on obtient un coefficient d'échange qui est grand, alors on donne plus d'importance au deuxième indice et l'astreinte qui domine, c'est la rupture. Donc dans le cas présent, si on fait l'application numérique pour les variables, pour les paramètres que l'on a fixés pour le four, eh bien on trouve la position de la droite ici. Donc c'est le coefficient d'échange calculé pour ces valeurs-là spécifiques qui décrivent les dimensions du four. Et on retrouve bien, le matériau que l'on avait obtenu lors de la première méthode, c'est-à-dire que la brique est le meilleur matériau, compte tenu que dans cette structure, ce qui domine, c'est le flambage et non la rupture. Donc voici le premier exemple pour la sélection des parois de ce poêle et qui a conduit au choix de la brique comme un matériau le moins cher et qui respecte les astreintes définies dans le cahier des charges. Je vais traiter maintenant un deuxième exemple qui est la sélection du matériau pour le bouclier thermique. Alors cette fois-ci, on reprend les étapes une à une. Donc il y avait 3 étapes. La première, c'est la traduction, on définit la fonction. Cette fois-ci, le bouclier thermique, c'est un disque, un simple disque, qui doit supporter le poids du combustible et du générateur thermoélectrique, et dont la fonction, c'est de protéger le générateur thermoélectrique d'une température excessive. En effet, un générateur thermoélectrique, en tout cas celui qui a été sélectionné par la suite pour ce four, ne doit pas voir une température supérieure à 200 degrés. De l'autre côté, on a un foyer dans lequel brûle du bois et les températures sont comprises entre 700 et 1000 degrés. Et donc, on doit s'équiper de ces boucliers thermiques pour protéger le générateur thermoélectrique. On définit ensuite les contraintes. Donc là, pour traiter cet exemple, j'en ai choisi qu'une seule. C'est que le générateur donc, doit protéger le bouclier thermique doit protéger le générateur thermoélectrique afin qu'il ne voit pas une température supérieure à 200 degrés. Les objectifs, eh bien, il s'agit toujours de minimiser le prix. On veut fournir un poêle à bois le moins cher possible. Et puis, un autre objectif, c'est que la chaleur se diffuse le plus rapidement possible afin que le générateur thermoélectrique fonctionne dès l'allumage du bois. On n'a pas envie d'attendre 1 heure afin que ce générateur commence à fonctionner, puisque c'est lui qui va contrôler le fonctionnement du ventilateur qui va venir aérer le foyer. Les variables libres sont toujours l'épaisseur, enfin le choix du matériau, et puis l'épaisseur de ce bouclier thermique. On a donc cette fois-ci un problème où on a 2 objectifs et une seule contrainte. Précédemment, on avait un objectif et 2 contraintes. Encore une fois, on élimine les matériaux qui ne conviennent pas, donc tous les matériaux dont la température maximale de service est inférieure à 1000 degrés sont éliminés, qui présentent une faible ténacité ou une faible résistance à l'oxydation. Et puis on doit exprimer les équations de ces 2 objectifs, donc la minimisation du prix, puis la minimisation du temps de diffusion. Le prix s'exprime en fonction du volume du bouclier thermique et des matériaux que l'on a choisis pour fabriquer ces boucliers. Le volume du bouclier thermique est une fonction évidemment de son rayon, puisque c'est un simple disque, et de son épaisseur. Et puis le temps de diffusion, lui, dépend de l'épaisseur au carré du bouclier thermique, et puis ici, d'un paramètre qui est une propriété, qui est le coefficient de diffusion, ou plutôt la diffusivité thermique.
On a une contrainte. La contrainte, c'est que la température sur la face chaude du module thermoélectrique ne doit pas dépasser 200 degrés. Et elle est une fonction de la quantité de chaleur qui va diffuser à travers le bouclier thermique, de l'épaisseur de ce bouclier thermique, et puis de la conductivité thermique du matériau qu'on va utiliser pour fabriquer ce bouclier. En utilisant cet objectif et puis cette astreinte, on trouve donc deux indices de performance. Le premier qui est le prix, qui dépend d'une combinaison de propriétés dans laquelle on retrouve la conductivité thermique, la masse volumique du matériau et puis son coût massique. Pour le deuxième objectif, qui est la minimisation du temps de diffusion, on trouve une combinaison de propriétés qui est le carré de la conductivité thermique divisé par la diffusivité thermique. Si on fait la résolution de ce problème, on représente les matériaux en fonction des indices de l'indice de performance et des propriétés qui rentrent dans les indices de performance. On a ici la conductivité thermique en fonction du produit de la masse volumique et du coût. La performance est située ici dans le coin inférieur gauche. On a également des lignes d'isoperformance qui présentent une pente égale à 1. Et les matériaux les plus performants sont le béton réfractaire et la mousse de mulite. Voici le classement que l'on obtient avec ce premier indice. Passons au deuxième indice. Donc cette fois-ci, on doit représenter le coefficient de diffusion, la conductivité thermique en fonction de la diffusivité thermique. C'est ce qu'on en a représenté ici. Et cette fois-ci, on obtient un classement différent puisque la performance se situe dans le coin inférieur droit. Et les matériaux les plus performants, c'est la mulite, suivi de mousse céramique, et puis le béton réfractaire se situe en queue de classement. Donc dans ces cas-là, comment faire le choix entre la mousse de mulite et le béton réfractaire, étant donné que ce sont deux matériaux qui ressortent avec des classements différents suivant l'indice de performance qu'on utilise. Eh bien, la méthode consiste à représenter ces matériaux dans un espace où l'on a mis le premier indice de performance en ordonnée et le deuxième indice de performance en abscisse. On voit qu'effectivement, le béton réfractaire est le matériau qui minimise bien le premier indice de performance, mais pas le second, tandis que la mousse de mulite est le matériau qui minimise bien le deuxième indice de performance, mais pas le premier. On voit également qu'il y a toute une série de matériaux qui ne correspondent pas à un choix optimal. Par exemple, celui-ci, on va pouvoir trouver un matériau moins cher pour le même temps de diffusion. On va pouvoir trouver un matériau qui, pour le même prix, va diffuser la chaleur plus vite. Donc, tous ces matériaux-là ne correspondent pas à des solutions optimales, on appelle ça des solutions dominées, et on peut les rejeter dans le classement. Par contre, tous les matériaux qui vont se trouver le long de cette courbe sont des solutions non dominées ou des solutions optimales, car on ne pourra trouver aucun autre matériau qui va minimiser à la fois l'indice de performance numéro 1 et l'indice de performance numéro 2. Si dans les astreintes on privilégie bien le prix, ce qui est le cas dans le présent problème, eh bien on choisira le béton réfractaire. Si au contraire on privilégie le temps de diffusion de la chaleur, eh bien on va privilégier la mousse de mulite. En résumé, voilà un peu ce que l'on a obtenu pour ce concept de poêle. On avait un poêle dont on devait sélectionner les différents composants. Il devait répondre à certaines astreintes avec un objectif principal qui était la minimisation du prix. Et on a obtenu différents indices de performance qui exprimaient ces objectifs et qui prenaient en compte ces astreintes, ce qui a permis de conduire une sélection où on a un poêle relativement simple et à bas coût, constitué principalement de briques, de béton réfractaire et d'une paroi interne qui est en acier inoxydable. Je vais maintenant vous présenter la partie sur le module thermoélectrique. Donc c'est la deuxième partie de mon exposé. Et l'objectif ici, c'est de vous montrer que l'indice de performance, eh bien, ça permet de conduire le développement de nouveaux matériaux comme les matériaux thermoélectriques. Je commencerai donc par définir qu'est-ce que l'indice de performance pour un matériau thermoélectrique. Également rappeler le principe de la thermoélectricité et ce qu'est un générateur thermoélectrique, ainsi que son fonctionnement. Et puis, je vous montrerai les différentes stratégies de développement des nouveaux matériaux électriques ou comment réconcilier les conciliables, c'est-à-dire faire un matériau qui est à la fois un bon conducteur électrique et un mauvais conducteur thermique. Alors, comme son nom l'indique, la thermoélectricité permet de convertir directement l'énergie thermique en énergie électrique. Et on a ici, alors son application comporte deux volets. Un premier volet, c'est la réfrigération, et le deuxième volet, c'est la génération de puissance, et je vais vous parler seulement de la génération de puissance.
On a ici un module thermoélectrique, donc un générateur thermoélectrique. C'est un dispositif compact, sans partie mobile, qui est constitué de l'assemblage de paires de semi-conducteurs, dopés N et P, connectés électriquement en série et thermiquement en parallèle. L'ensemble est monté sur un support en céramique et est maintenu à l'aide de brasures, que l'on peut voir ici. Cette animation représente décrit le principe de fonctionnement d'un générateur thermoélectrique. La chaleur appliquée sur la face chaude du générateur thermoélectrique force les électrons dans le matériau de type N et les trous dans le matériau de type P à migrer vers la face froide, ce qui crée une tension par effet Seebeck et un courant électrique entraîné par le flux de chaleur. Alors on assemble plusieurs paires de ces branches thermoélectriques dans des modules afin d'augmenter la tension de sortie et la puissance qui est proportionnelle au nombre de branches de thermoéléments. Avec ces matériaux, ce que l'on cherche, c'est à optimiser le rendement de conversion. C'est un des objectifs que l'on veut atteindre lorsqu'on travaille dans le domaine des matériaux thermoélectriques et des générateurs thermoélectriques. Et donc le rendement de conversion de ces modules, il s'exprime en fonction de la puissance utile qui est fournie par le module, divisée par la quantité de chaleur, ou plutôt la puissance thermique cédée par la source chaude. Donc cette puissance thermique cédée par la source chaude, elle est égale à la conduction, à laquelle on doit soustraire la puissance dissipée par effet Peltier, et puis la puissance dissipée par effet Joule. On a ici kappa qui représente la conductivité thermique du matériau, I l'intensité, pi c'est le coefficient Peltier du matériau, qui est égal au coefficient Seebeck multiplié par la température, et puis on a ici la résistance électrique du circuit. Lorsqu'on essaie d'optimiser ce rendement de conversion, on obtient cette relation-là, et on trouve que l'efficacité maximale d'un module thermoélectrique, c'est le produit de l'efficacité de Carnot. On a ici Tc qui représente la température du côté chaud, et Tf la température du côté froid du module thermoélectrique. Et puis un terme, ici, dans lequel on trouve ce Zt qui est le facteur de mérite, l'indice de performance des matériaux thermoélectriques. Cet indice de performance est une combinaison de trois propriétés des matériaux thermoélectriques. On a ici S qui est le coefficient Seebeck, sigma qui est la conductivité électrique, et puis kappa qui est la conductivité thermique du matériau. Par conséquent, on peut le voir dans cette équation, augmenter le rendement de conversion d'un module thermoélectrique revient à optimiser ses propriétés de transport de manière à maximiser l'indice de performance Zt. C'est donc un peu la démarche qui est entreprise lorsqu'on travaille dans le domaine des matériaux thermoélectriques. Alors le problème, c'est que toutes ces propriétés sont liées. Et lorsqu'on essaie de changer une propriété, ça a en général un effet néfaste sur les autres. En effet, elles dépendent toutes de la densité des porteurs de charge. On a ici la conductivité thermique qui dépend de la densité des porteurs et puis de la mobilité électronique. On voit que, c'était la conductivité électrique. On a ici la conductivité thermique qui comprend deux contributions. En effet, la chaleur dans un matériau solide est à la fois transportée par les vibrations du réseau, que l'on appelle les phonons, et puis par les électrons. Et évidemment, la partie électronique dépend de la conductivité électronique et puis de la température. Et on voit que le coefficient Seebeck est également dépendant de la densité des porteurs. Ainsi, cette figure, ça montre l'évolution de ces propriétés. Donc on a le Zt ici en fonction de la densité des porteurs de charge. Et l'on voit que si l'on considère des matériaux isolants, ils vont avoir un Seebeck élevé, ce que l'on recherche. Ils vont également avoir une conductivité thermique très faible, ce que l'on recherche également. Malgré tout, ils auront une figure de mérite, donc ce Zt, qui sera relativement petite en raison d'une conductivité électrique trop faible. On est dans la situation inverse pour les métaux. On trouve toujours une figure de mérite très très faible, mais cette fois-ci pour des raisons opposées, puisque les métaux présentent une conductivité électrique qui est élevée, ce que l'on recherche, mais un coefficient Seebeck qui est très faible, et une conductivité thermique qui est très élevée, ce qui évidemment c'est l'opposé de ce qu'on recherche. En fait, le meilleur compromis est obtenu pour les semi-conducteurs, et c'est pour cette raison que l'on a ici les principaux matériaux choisis pour fabriquer un module thermoélectrique. Donc on a l'expression du Zt en fonction de la température pour différents matériaux. On trouve des tellurures de bismuth qui sont utilisées pour la réfrigération, des tellurures de plomb, c'est le matériau qui est utilisé sur le rover Curiosity sur Mars,
ou encore des alliages de silicium et de germanium qui sont utilisés dans les sondes interplanétaires. Alors évidemment, on a cherché à optimiser les propriétés de ces matériaux, et pour comprendre la principale approche d'optimisation de ces matériaux, il suffit bien de regarder ces expressions et de constater qu'il y a un facteur ici qui ne dépend pas de la densité des porteurs de charge. Il s'agit de la conductivité thermique de réseau, KL. Cette conductivité thermique, elle est le produit de la capacité calorifique du matériau, de la vitesse du son et du libre parcours moyen des phonons. Les phonons, ce sont les quantums de vibration du réseau qui transportent la chaleur. On comprend à partir de cette équation qu'un des moyens de diminuer la conductivité thermique des matériaux sans affecter leur transport électronique, eh bien, c'est de jouer sur ce libre parcours moyen des phonons. Et pour jouer sur ce libre parcours moyen des phonons, on peut introduire des défauts dans le matériau qui joueront le rôle de centre diffuseur de phonons. C'est ce que l'on a fait. Eh bien, sur cet exemple-là de matériau, c'est un matériau de l'état de l'art, un tellurure de bismuth, celui que je vous ai présenté précédemment et qui sert à la réfrigération. Eh bien, on l'a obtenu sous la forme de nanograins. Donc, on a affaire ici à un matériau nanocristallisé, constitué de nanograins de matière, dans lequel la profusion des joints de grains eh bien, joue le rôle de centre diffuseur de phonons, ce qui entraîne une diminution de libre parcours moyen des phonons, et donc une diminution de la conductivité thermique de réseau. Si on diminue la conductivité thermique de réseau sans affecter le transport électronique, eh bien, on augmente le facteur de mérite. C'est ce que l'on voit ici sur ces courbes, où l'on a ici la conductivité thermique de réseau pour le matériau nanocristallisé, dont la micrographie est représentée ici, et un matériau massif présentant des grains micrométriques, donc conventionnels. On voit une diminution importante de la conductivité thermique de réseau et de la conductivité totale de ce matériau, en prenant en compte aussi la partie électronique. Alors on peut aller plus loin, mais avant ça, voici le bilan des avancées dans le domaine des matériaux thermoélectriques, avec l'évolution du ZT en fonction du temps. À partir des années 50, donc les premiers modules thermoélectriques mis à disposition, avec ici les matériaux choisis, ce que je vous ai précédemment présenté, et puis ici les matériaux optimisés, mais qui sont issus directement de l'indice de performance et de ces approches, de ces stratégies qui ont été développées pour diminuer la conductivité thermique de réseau sans affecter le transport électronique en jouant sur la nanostructure. Donc on trouve ensuite différentes approches au sein de ces matériaux optimisés, des approches de type chimie du solide, où on essaie de faire des nanocages, donc des structures en nanocages, dans lesquelles on fait vibrer de façon erratique des atomes lourds qui vont jouer le rôle de centre diffuseur de phonons. On a également bien des matériaux dans lesquels on va distribuer des nanoparticules, et ce sont ces nanoparticules qui vont jouer le rôle de centre diffuseur. Ou encore en physique du solide, eh bien, on essaie de réduire la dimensionnalité de ces matériaux et d'utiliser des nanotubes, par exemple, pour diminuer le libre parcours moyen des phonons. Alors au-delà de ça, est-ce qu'on peut aller plus loin que les matériaux optimisés? Oui, on peut faire des matériaux sur mesure, et pour le comprendre, il suffit de développer un peu plus l'indice de performance et de regarder ce qui contrôle la conductivité thermique de réseau. En fait, donc, les phonons qui propagent la chaleur se comportent comme des particules qui subissent des chocs caractérisés par des temps de relaxation. Et on a ici l'expression de ces temps de relaxation en fonction de tous les phénomènes de diffusion que l'on peut rencontrer dans un matériau. Ici, on a l'interaction entre phonons, là, l'interaction entre phonons et atomes de soluté, défaut ponctuel, là, l'interaction entre phonons et particules nanométriques de seconde phase, par exemple, et là, l'interaction entre phonons et surface, comme des joints de grains. Si on trouve un moyen de contrôler une à une et d'optimiser une à une ces vitesses de relaxation ou ces temps de relaxation pour les phonons, alors on sera capable de réaliser un matériau sur mesure dans lequel on aura optimisé toutes ces contributions à la diffusion des phonons et donc où on aura minimisé la conductivité thermique de réseau. Alors voici bien un exemple qui montre que l'on peut prédire ou en tout cas calculer ces différentes contributions. On a ici eh bien, l'influence de cette première contribution, c'est-à-dire de la diffusion des phonons par des atomes de soluté ou par des défauts ponctuels. On a ici l'évolution de la conductivité thermique de réseau d'une solution solide, AB, en fonction du taux de soluté. Et puis il est intéressant de constater qu'il existe une composition optimale qui minimise cette conductivité thermique. Autre mécanisme sur lequel on peut jouer, c'est l'interaction phonon avec les défauts nanométriques. Là encore, eh bien, si on calcule la conductivité thermique de réseau,
en fonction de la taille et puis de la fraction volumique de particules nanométriques, eh bien on trouve également qu'il existe une taille optimale pour ces particules qui minimise la conductivité thermique de réseau. Donc en ajustant ces paramètres, il est possible de concevoir un matériau sur mesure plus performant que les matériaux de l'état de l'art. C'est donc le contrôle à différentes échelles dans un matériau qui va permettre de concevoir un matériau sur mesure, depuis la maille, donc l'échelle atomique, jusqu'à l'échelle mésoscopique, c'est-à-dire les grains, en passant par l'échelle nanométrique, c'est-à-dire la présence ou non de particules de seconde phase distribuées au sein de la matrice. Alors pour créer ces différentes échelles dans un matériau, on a plusieurs moyens, et un des moyens est proposé par les approches métallurgiques. En métallurgie, on utilise la nature, et notamment les transformations de phase, pour générer des structures ou des nanostructures au sein des matériaux. Donc voici un exemple de différentes morphologies et de différentes structures et microstructures qui peuvent être obtenues dans les matériaux en fonction des transformations de phase que l'on utilise. On a par exemple ici des anneaux précipités qui sont distribués dans une matrice et qu'on a obtenus par précipitation continue. On a ici des motifs lamellaires obtenus soit par précipitation discontinue, soit par transformation étectoïde ou encore par décomposition spinodale discontinue. On peut également obtenir des structures modulées obtenues par décomposition spinodale. Donc autant de possibilités de contrôler les propriétés, notamment la conductivité thermique de réseau, en créant ces différents motifs au sein du matériau et en utilisant les transformations de phase. Alors je vais vous montrer un exemple même deux exemples sur les matériaux thermoélectriques. Le premier concerne le silicure de magnésium. C'est un matériau de l'état de l'art dont la performance est représentée ici sur ce diagramme où l'on a la conductivité thermique en fonction de la conductivité électrique. C'est un matériau moyennement performant, mais qui présente l'avantage que l'on peut former une solution solide en substituant quelques atomes de silicium par des atomes d'étain. C'est ce que montre ce diagramme de phase. Et on voit que lorsqu'on introduit ces défauts atomiques dans cette phase, Mg2 ici, en substituant des atomes de silicium par des atomes d'étain, on obtient une augmentation de la performance, et c'est cette flèche en vert ici qui représente cette augmentation. On obtient des matériaux, donc des solutions solides, qui sont plus performantes que le matériau initial. Si on continue maintenant à jouer sur un deuxième mécanisme de diffusion des phonons, par exemple en formant des particules de seconde phase nanométriques au sein du matériau, on peut le faire, puisque comme le montre ce diagramme de phase quasi binaire, Mg2Sn, Mg2Si, il existe une lacune de miscibilité qui autorise la précipitation de la phase Mg2Sn au sein de Mg2Si. C'est ce que montre cette image prise en microscopie électronique à transmission, où toutes les parties en noir représentent la solution solide Mg2Si, la matrice, et puis les points blancs représentent des particules de seconde phase, c'est la phase Mg2Sn qui a précipité dans Mg2Si. Chaque point blanc constitue un centre diffuseur pour les phonons, et donc vont limiter le libre parcours moyen des phonons. Et on voit effectivement sur cette carte de propriétés que l'on a augmenté un peu plus la performance, puisque la position de ces matériaux dans lesquels on a fait de la nanoprécipitation est plus favorable, on a passé cette ligne d'isoperformance. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin, par exemple en architecturant ces matériaux? Probablement que oui, et je vais vous le montrer en prenant un deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais vous parler des tellurures de plomb. On a ici la formation de nanocomposites lamellaires obtenus par décomposition d'une solution solide. Et ces trois micrographies vous montrent les différents états de décomposition de cette solution solide. En partant ici de l'état initial, on a affaire à une solution solide quasi homogène. Ici, l'état final, c'est un nanocomposite constitué de lamelles très fines, de tellurures de plomb et de tellurures de germanium. Et ici, on a un état intermédiaire, qui est l'état que l'on obtient lorsqu'on effectue le traitement thermique qui permet de conduire cette transformation de phase, où on voit un front de transformation qui convertit la solution solide homogène en un mélange de lamelles, de PBTE et de GTE à l'échelle nanométrique. Et voici les conséquences sur les propriétés, puisqu'il est possible d'ajuster la taille des lamelles en fonction de la température du traitement thermique que l'on applique pour décomposer la solution solide. Et on voit ici l'évolution de la performance de ces matériaux dans un espace qui représente l'indice de performance. On a ici
le numérateur de l'indice de performance, du facteur de mérite, où on retrouve bien le Seebeck au carré fois la conductivité électrique multipliée par la température. Et puis aussi, on a le dénominateur du facteur de mérite, c'est la conductivité thermique. On a ici la position des deux matériaux constituant ces fines lamelles, cette alternance de fines lamelles, PBTE et GETE. Là, les droites d'isoperformance. Et l'on voit qu'en fonction de l'épaisseur des lamelles, eh bien, on peut augmenter la performance de ce matériau et obtenir un matériau plus performant avec des lamelles extrêmement fines, de l'ordre de la cinquantaine de nanomètres. Alors on peut aller encore plus loin en créant une nouvelle échelle au sein de ce matériau. On a vu l'échelle atomique, on a vu l'échelle nanométrique avec la formation soit de précipités, soit de nanolamelles, mais on peut rajouter une échelle supplémentaire et contribuer à diffuser encore plus les phonons dans ces matériaux thermoélectriques. Là encore, la force motrice, enfin ce qui donne les indications, c'est le facteur de mérite. Et voici un exemple. Cette fois-ci, on a un matériau, c'est le même que le précédent. On a des lamelles de PBTE alternées avec des lamelles de GTE, mais comme vous pouvez le voir sur ce zoom, eh bien, les lamelles de GTE sont elles-mêmes constituées de deux variétés allotropiques différentes du tellurure de germanium. On a obtenu cette microstructure originale qu'on peut qualifier de architecturée, puisqu'on a deux phases et deux échelles distinctes. Eh bien, on l'a obtenu en combinant, en couplant une transformation allotropique, puisque le tellurure de germanium existe sous deux variétés allotropiques différentes, à la décomposition de la solution solide que je vous ai précédemment montrée. Et c'est ainsi que l'on obtient une microstructure, une nanostructure même complexe, eh bien, qui conduit à une diminution importante de la conductivité thermique de réseau, et donc à une augmentation de la performance de ce matériau-là. Pour finir, en conclusion, donc je vous ai présenté comment définir un indice de performance pour un cas relativement simple qui était la sélection des matériaux pour différents composants d'un poêle à bois sans fumée équipé d'un dispositif thermoélectrique. L'objectif c'était de minimiser son prix et on a pris en compte différentes astreintes, ce qui a conduit à différents indices de performance que l'on a utilisés pour classer les matériaux et obtenir ainsi le meilleur choix qui minimise le prix. Et puis, je vous ai également montré qu'à partir des indices de performance que l'ingénieur pouvait utiliser pour classer les matériaux, eh bien, le chercheur pouvait également s'en servir pour guider le développement de nouveaux matériaux. Et je vous ai montré l'exemple des matériaux thermoélectriques avec un matériau architecturé mais dans lequel on a créé différentes échelles et différentes nanostructures afin de minimiser la conductivité thermique en diffusant au maximum les phonons. Voilà, je vous remercie.